Vous écoutez Cinéphile de notre temps. Notre invité est comédien et comme sa profession l'atteste, il a 1000 facettes. Nous avons essayé de savoir qui se cachait derrière cet acteur fidèle à un certain cinéma français d'auteur, d'Alain Guiraudy aux frères Larieux, en passant par Claire Simon, mais nous n'avons trouvé que peu de choses, hormis 2 yeux bleus saisissants et une moustache intermittente. Nous imaginions en savoir plus lorsque nous vous avons envoyé notre questionnaire, qui sert à la fois de déroulé à nos entretiens, mais aussi et surtout à deviner quel cinéphile et peut-être quelle personne êtes-vous. Et chacune de vos réponses ont été multiples, nous donnant plusieurs mondes cinématographiques à parcourir. Alors nous avons cessé de chercher des contours et nous nous sommes dit que ce sera beau de dresser avec vous ce portrait impossible du cinéphile que vous êtes. Alors bienvenue Christophe Paou, et on est très heureux d'être avec vous ici aujourd'hui et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci, avec plaisir aussi. J'ai écouté votre émission, je trouvais ça très intéressant et captivant, et donc ça me fait plaisir d'être là avec vous. Et alors bon, donc ce sera pas une surprise, mais on commence par une citation. Ah ouais. Quel hasard. Virtuose du maquillage, qu'il a appris enfant à l'opéra de sa ville, Lon Chaney parvient à allier les ressources du masque et de l'expressivité. C'était son talent, se transformer sans cesse et pourtant incarner cette humanité du monstre chère à Todd Browning. Et donc ça, c'est extrait d'un article écrit par Antoine Debec sur Lon Chaney, un comédien qui a l'air d'être assez important aussi pour toi quand même. Moi, je l'ai découvert assez tardivement en fait, mais dès que je l'ai découvert, c'est vrai que ça m'a fasciné son jeu, quoi, sa présence, un mélange de truculence, de tragique, et surtout dans un cinéma muet qui pouvait être très exacerbé dans le jeu, quoi. Et il oscillait vraiment entre une finesse et quelque chose de très extérieur, mais juste, quoi. Et alors, on en reparlera un peu plus tard, mais est-ce que cette expression humanité du monstre, ça te parle aussi ? Ah ouais, beaucoup, ouais. Ouais, bah oui, parce que pour moi c'est le moteur, le cœur de l'humanité, quoi. C'est-à-dire que et du cinéma, c'est ce désir répulsion que racontent un peu tous les films, ou même la tragédie, les romans, enfin bref, même d'un point de vue social, quoi, le côté monstrueux et attirant des gens. C'est-à-dire que particulièrement en ce moment d'ailleurs, avec ce qui se passe, tous ces conflits qui sont générés par des idées de vengeance. Oula, ça c'est bien comme hiatus, comme lapsus. Alors je sais pas ce que je pourrais en dire là, ça va loin. Ouais. Eh ben, on va commencer avec un monstre du cinéma, si l'on peut dire, parce qu'il a une très grande carrière, parce qu'on t'a demandé en première question si tu étais une moustache au cinéma, et tu nous as répondu par Michel Serrault, enfin la moustache intermittente de Michel Serrault. Ouais, c'est les frémissements de sa moustache, en fait. C'est-à-dire, il avait une telle malice et gaieté et d'être sur scène ou sur un plateau, enfin sur scène par exemple avec Poiret, quoi. C'était incroyable la complicité et la joie qu'ils avaient à jouer leurs pièces ou leurs sketchs. Et aussi donc dans ces films, même si enfin moi j'ai toujours ressenti ça, un plaisir de jouer chez lui, jusqu'au moment où moi je sais pas quel âge j'avais, mais j'étais assez jeune quand même, mais quant aux 20h il s'est dessapé, quoi, en plein 20h il s'est foutu en caleçon. Je sais plus avec qui c'était, j'ai oublié. Il y avait un autre acteur, c'était peut-être Anglade ou je sais plus. Aux 20h, il était derrière Mazur, et il lui faisait un petit massage, il était en caleçon, il s'était dessapé en plein 20h, quoi. Mais tout ça, c'était fait avec finesse, quoi. C'était pas Michael Youn, enfin, même si j'ai rien contre lui, mais je sais pas, parce que lui, il était capable de faire des trucs comme ça, mais je sais pas, là,
un 20h dans les années 80, c'était du sérieux, quoi. Et est-ce qu'il y a des films avec lui qui t'ont particulièrement marqué? Pour le frémissement de sa moustache. Oui. Ouais, il y a comment alors c'est le frémissement là, c'est pas vraiment d'ailleurs peut-être qu'il a même pas sa moustache dans celui-là, c'est Le Fléau où il joue Paul Léoto avec Annie Girardot. Peut-être qu'il a pas sa moustache là, mais il est infernal. Enfin c'est hyper violent leur rapport. Paul Léoto, c'était un auteur des années 60 jusque dans les années 80 peut-être, et ça s'appelle Le Fléau. Voilà, la cage aux folles, par exemple. Le docteur Petiot, mais je ne sais même pas si dans le docteur Petiot il a sa moustache, c'est ça. Il n'y a pas le chapelier aussi de je sais pas quoi, non, ou l'horloger de Saint-Paul, je sais plus. Si, je crois qu'il a joué dans... Ouais, j'ai un doute. Mais toujours voilà. est-il qu'il a joué dans des films assez subversifs par moments aussi. Ouais. Il a joué dans des films de... il a joué dans Le Miraculé de Jean-Pierre Mocky. Ah oui, c'est vrai. Quand même, ce qui n'est pas rien, de jouer chez Mocky. Ouais. Il a joué aussi dans des films de Jean-Yann. Il a joué chez Chabrol aussi. Et toujours des films qui ont eu un certain succès commercial, mais avec un propos politique aussi. Et alors, ces 3 films-là qu'on vient de citer, il a la moustache, pour le coup. Ah ouais, d'accord. Et c'est vrai qu'elle est pas facile, c'est pas facile de reprendre toute sa carrière, parce qu'elle est tellement iconique qu'on sait plus dans quel rôle il l'a ou pas. Ouais, exactement. Elle est intermittente, c'est ça. Ouais. On t'a demandé ensuite si tu étais un amour au cinéma, lequel serais-tu? Et là, tu nous as cité pas mal de choses, et je crois que Clément les a tous alors répertoriés. j'ai synthétisé après, c'est un brouillon que je vous avais envoyé. Oui, alors il y avait beaucoup de films. Est-ce que là il y en a un qui te vient en tête? L'eau tiède, de L'eau tiède sous un pont rouge en fait. Ah oui. C'est-à-dire je serais l'essence de la jouissance en fait. Mais c'est vraiment, c'est en toute humilité. C'est ce que j'ai imaginé. Est-ce que tu veux raconter un petit peu de quoi parle le film? Pour qu'on s'imagine un petit peu. Oui. En fait, alors je sais plus exactement le contexte. C'est-à-dire que c'est une femme qui vit avec sa mère. Et je ne sais plus comment elle rencontre ce pêcheur. Elle rencontre un pêcheur qui tombe fou amoureux d'elle. Ils font souvent l'amour chez elle, au-dessus de la grand-mère qui en bas est sourde, je crois. Au Japon. Ouais, au Japon, ouais. Je sais pas, dans les années 90 peut-être. Oui, c'est ça, fin 90, il me semble. Et c'est une femme fontaine. Et donc, mais une femme fontaine, c'est une femme geyser même. Donc c'est des flots d'eau alors on le voit pas s'il y a rien de pornographique, mais c'est des flots d'eau qui descendent dans une rigole en pierre du premier étage jusqu'à la rivière, et l'eau elle coule juste à côté de la mer, quoi, en fait, ou la grand-mère, je ne sais plus. Et après ils sont obligés de passer la serpillière là-haut parce qu'il y a de l'eau partout, quoi. Et il y a une scène que j'adore, une séquence que j'adore dans ce film, c'est quand le pêcheur il est sur son bateau, proche de la côte, quoi, et il voit la maison, et la femme elle lui dit j'ai envie de faire l'amour, et ils ont un code avec le miroir, et donc en fait il est complètement ouf sur son bateau, et il revient au port et il part en courant, hein, et il y a un mec qui s'entraîne, un athlète, et il le double à fond la caisse, et puis il monte dans la maison, il passe la grand-mère, il monte à l'étage, et hop, c'est parti, ils font l'amour. C'est ça. Et il faut savoir que donc cette jouissance provoque l'eau tiède qui fait remonter les poissons aussi, d'où le fait qu'il est pêcheur et que ça fait plaisir à... Oui, il y a plein de poissons à cet endroit-là. C'est ça. Et le troisième film? Et le troisième, alors ça c'est un peu plus triste. C'est pas triste parce que le film l'est un peu. C'est Elephant Man. C'est-à-dire on en revient au monstre et à la beauté, quoi. Mais pour moi ça symboliserait l'empathie, finalement, l'empathie maximale, quoi, l'empathie des personnages, de certains personnages dans le film, et puis l'empathie du spectateur pour cet homme, quoi. Et je me suis demandé aussi... Et l'admiration, parce qu'il est brillant. Tout à fait. Et effectivement, j'ai été un petit peu déstabilisé quand tu nous as répondu par Elephant Man, et je me suis demandé si c'était aussi effectivement l'empathie du regard de Lynch
sur ces monstres, justement, aussi. Et puis pour ces comédiens. Oui, alors c'est vrai que j'ai pas pensé à la place du réalisateur, à la place de Lynch, mais ouais, effectivement, bah lui, il adore ça, ouais, il adore manipuler au sens marionnettiste un peu les monstres, quoi. Jouer avec la monstruosité, quoi, y mettre de la terreur et de l'humour en même temps, toujours. C'est ce que j'adore chez lui, quoi. On t'a demandé ensuite si tu étais un paysage au cinéma, lequel serais-tu? Et là, tu nous as cité 3 paysages très différents. Ouais. Le paysage de Tropical Alors, Malady oui, de Vera Setacool, le paysage de Atanarjuat, pardon. Atanarjuat. En Atanarjuat. inuit, on dit Atanarjuat. Ok, Moi, je connais excuse-moi. un peu l'inuit. Ça marche pas. Toutes mes excuses. Atanarjuat. Et le paysage de Blade Runner. Donc c'est quand même 3 paysages très différents, ne serait-ce que visuellement, mais aussi temporellement, géographiquement. Enfin, Ouais. Et j'en ai ajouté un autre. ok. C'est Essential Killing. C'est Essential Zelensky. Killing. Ah ouais. oui. C'est les entrailles de la Terre. Ah Au oui, donc début. tout est différent. Et alors, Ouais. pourquoi ces paysages-là? Pourquoi, si t'étais des paysages, ce serait eux? Bah parce que c'est des paysages qui m'ont marqué cinématographiquement parlant, en fait. C'est des paysages hyper puissants. La jungle, j'y suis allé un tout petit peu. Les entrailles de la terre, non. Enfin, je veux dire, en Afghanistan, ces montagnes, là, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai oublié. Oui, moi aussi. Mais Enfin, je vois. c'est des falaises, c'est incroyable. Hein. C'est creuser des gorges étroites, hyper étroites. Bon, ça peut se rapprocher, c'est assez beau. C'est des westerns aussi, où il y a les canyons et tout, toutes les batailles. Donc c'est parce que c'est des paysages qui m'ont marqué fortement. La ville de Blade Runner, je trouve ça complètement dingue. Bon, il n'y a pas que Blade Runner finalement, il y a d'autres villes, ou alors dans le 5e élément aussi, ce genre de ville, de strates comme ça, très futuriste. Très ouais. futuriste, mais en même temps, ça raconte un truc social où bientôt on n'en sera pas loin, quoi. Je sais pas, tu vois. Oui, puis c'est presque plus des ambiances que des paysages à un Ouais. moment dans le film. Ouais. Ça dévore Aussi. dans les 3 films, et dans Essential Killing, je me souviens plus, mais en tout cas dans les 3 films, il y a un côté où ça prend toute la place, quoi. Ouais. Bah, Essential Killing, c'est pareil. Les humains, ils sont tout petits. Les Américains, ils arrivent, ils sont tout petits. L'Afghan, Vincent Gallo, je crois, il court un peu. En fait, c'est un peu comme un jeu vidéo où les humains sont tout petits. La jungle aussi, effectivement, il est tout petit, perdu dans la jungle. Ça m'efface. Bah, c'est-à-dire que moi, ça m'a toujours fait ça. Je sais pas, je connais un peu, enfin, la montagne, parce que je connais un peu les Pyrénées, mais pas la haute montagne. Je suis pas alpiniste, mais ou le désert. Ça m'est arrivé d'aller dans le désert, ou un petit peu la jungle, et ça me. Alors, pour des raisons personnelles comme ça, c'est vrai que ça me fascine d'être tout à coup tout petit. Voilà, t'es remis à ta place d'humain sur Terre. Et cinématographiquement, je veux dire, graphiquement, c'est Atanarjuat aussi. Enfin, ça me fascine, quoi. Ces étendues de glace. Et j'y pensais aussi parce que c'est 3 films qui ont des ambiances sonores très marquées aussi. Enfin, Tropical Malady et Atanarjuat par leur sound design qui est très présent, et Blade Runner par sa musique qui est hyper iconique. Est-ce que c'est des ambiances sonores qui vont avec ces paysages, qui t'ont marqué pareil que ces paysages? Ah oui, ouais, la jungle, oui, c'est... Oui, c'est très... Bah c'est très mystérieux, c'est mystérieux c'est mystérieux visuellement, c'est mystérieux d'un point de vue sonore, c'est très dense, quoi. Après à Tanarjuat, c'est très épuré, enfin, ça correspond à une réalité que je m'imagine, et du coup ça m'atteint très fortement. Je sais pas, les surgissements des sons Sonne très clairement, ouais. Ouais, parce que le contexte fait que j'imagine que, enfin, j'y suis jamais allé, mais j'imagine que le son est c'est très ténu. Enfin, il y a très peu de son, j'imagine.
Exactement, on n'entend que les sons proches, Ouais, mais ouais. très bien. Ah ouais, oui. Notre invité s'est parfois illustré au cinéma dans des rôles de personnages troubles, venant déranger les spectateurs trop confortablement installés au fond de leur fauteuil. Nous avons donc voulu savoir jusqu'à quel point le cinéphile Christophe Paou aimait être dérangé en salle. Henry, Portrait of a Serial Killer, par exemple, j'ai pas supporté, quoi. Ou Funny Games, j'ai vu les deux. Il y a des séquences, je fais comme je me cache les yeux, quoi. J'ai du mal à. Alors, en même temps, ça m'intéresse. Ou Gaspard Noé, Irréversible, le viol. Je sais pas comment dire. Globalement, le film, je suis content de l'avoir vu, mais en même temps, à ce moment-là, cette séquence, elle dure hyper longtemps. Donc c'est vrai que comme un gosse, je me cache les yeux, ou je sais pas, ou je me force à décrocher. Enfin, je me force pas vraiment. Donc à la fois, j'aime bien, mais ça m'intéresse. C'est un peu comme un manège de fête foraine, quoi. C'est-à-dire, ça me fait une sensation forte. Ça m'intéresse, mais c'est pas. Finalement, je préfère être brusqué d'une autre manière. Brusqué d'une manière. Ouais. Alors là, tu nous parlais vraiment de tes limites en Ouais. tant que spectateur. Et tu as préféré un autre mot, justement, pour citer d'autres films. Tu nous disais que tu préférais être déstabilisé. Ah oui, ouais. Donc je trouvais que ça apportait une nuance assez intéressante. Et tu nous disais que tu préférais être déstabilisé par des films qui t'emportent au-delà du présent. Ouais. Et tu nous as cité un certain nombre. Je Ah, ne sais pas s'il j'ai y en a dit qui te ça, ouais. reviennent. Mais... Ouais. Au-delà du présent, ouais. C'est des univers où je sais pas quoi en penser, en fait. Je suis pris dedans, et du coup, je sais pas comment dire. Ça déstabilise mes émotions. C'est pas. Par exemple, oui, j'avais cité Tamala 2010. C'est un dessin animé japonais en noir et blanc qui est à la fois très enfantin, et puis tout à coup ça peut être, il y a deux univers parallèles, et puis ça peut devenir monstrueux, et c'est comment on appelle ça, une ligne claire un peu. C'est un dessin avec mais je l'ai vu il y a longtemps. La musique aussi assez et un peu électro, je crois, et c'est à la fois, voilà, post-apocalyptique, enfin post-catastrophe, quoi, on sent, et en même temps, ça peut être très beau dans une ville, c'est urbain. Voilà, et je sais pas, quand j'ai vu ce petit chat, parce que le personnage, c'est un chat, un peu comme Astro Boy, quoi, il y a un truc de naïveté, bon, voilà, je comprends pas, quoi. Enfin, je comprends pas, ça me touche, et je cherche pas à comprendre. Enfin, comme finalement, j'aime bien les films enfin, ce genre de film où c'est comme un tableau finalement, ou de la danse, je sais pas, où il y a pas tout à comprendre. J'aime bien aussi, oui, j'avais parlé de Big Man Japan, Oui, de tout à fait. Matsumoto. Bon, j'aime bien les films de super-héros ordinaires, qui sont dans l'ordinaire ou dans le quotidien. Mais là, ça a une forme complètement dingue, quoi. Mais c'est un peu les yokai, Les monstres japonais. voilà, les monstres sacrés, je crois. Oui, Ils c'est sont ça. sacrés, ouais. Oui. Et ça me fascine, ça. Je trouve ça complètement dingue. Que déjà, ils envisagent ça dans leur quotidien. Comme ils envisagent qu'il y a des esprits partout, comment ça s'appelle, le shintoïsme, en fait.
Et donc, je trouve, et ces monstres qu'il a créés, là, ils sont complètement dingues, quoi. C'est-à-dire, il y en a un qui a une espèce de mèche d'un mec chauve, il a une coupe des années 80, avec l'arrêt sur le côté, et puis il est très grand, tout blanc, et il a des bras qui sont reliés par un lien. Et il arrache les immeubles, il passe son lien derrière les immeubles, il serre après, et il arrache des immeubles entiers, c'est complètement... Et il crie, je sais pas, il pousse un cri hyper aigu, et en même temps, il a un visage hyper sympa. C'est... Mais c'est drôle parce que donc j'ai noté que dans tous ces films cités, là, c'est des films qui font exploser vraiment tous les carcans formels, tous les genres, et qui vont parfois au-delà du bon ou du mauvais goût, justement. Et ça, je trouve ça très intéressant d'un point de vue formel. Parce que Big Bad Japan, la façon dont la 3D est utilisée, ou je sais pas, ça brusque dans le sens où c'est des images pas lisses, quoi. Ça déborde un petit peu, c'est vraiment... Oui, même, il y a un moment, il est dans un slip géant, ou je sais pas, il se transforme, il devient un géant dans un slip géant. Et tout ça, c'est un reportage télé, en fait. C'est un portrait de ce super-héros. De temps à autre, Christophe Paou et sa moustache intermittente apparaissent à la télévision. Il nous raconte ici quelle place cet objet a occupé dans son quotidien jusqu'aux prémices de l'âge adulte. Ah ben moi, par exemple, les Mystères de l'Ouest, ou Tarzan, avec Wes Muller, c'était en noir et blanc. Excusez-moi. Une autre époque. Ouais. Ah, c'était mieux avant. Et donc, en fait, ça, par exemple, ça a fait que je voulais être acteur. Mais je ne sais pas exactement pourquoi. Hein. Ça a surgi comme ça en moi à cette époque-là, quoi. C'est un peu truculent comme émission. Enfin, il y a un truc où la série télévisée Les Mystères de l'Ouest, précisément, il y a un côté où c'est deux agents qui vont résoudre des énigmes. Il y a peut-être un côté assez jouissif, peut-être, dans le jeu. Oh, non, bah, c'était comme Amicalement Vôtre, hein, enfin, les rapports, non, mais je veux dire les rapports des personnages, enfin des deux personnages. Il y a un côté très, très amical et très... Mais ce qui m'intéressait, c'était le western, tout ça. Il y avait un côté pareil, super-héros du quotidien, quoi. Finalement, James West, il avait toujours, c'est comme MacGyver, je sais pas, il avait toujours un truc incroyable pour se libérer dans ses talons. Et donc, c'était quoi la question ? Je me rappelle plus. Tu nous as dit que c'était ça qui t'avait donné envie d'être comédien, et ça m'intrigue aussi. Ah oui, voilà. Bah oui, mais parce que dans Tarzan, il y avait le côté... Donc, les Mystères de l'Ouest, c'était le côté western, et puis ça, James Bond, quoi, le mec... ouais. Mais James Bond aussi, ça m'a donné envie de... Et puis, Tarzan, je trouvais qu'il y avait un côté... j'aimais bien le côté justicier de la forêt, quoi. Et en même temps, il y avait un truc qui me révoltait, je m'en rappelle encore, c'est que il y avait déjà... il y avait un racisme ambiant, quoi, finalement. C'est-à-dire, c'était toujours les Africains, parce qu'il était blanc, Tarzan, les Africains, les locaux qui se faisaient qui portaient tout, déjà, et pour des méchants blancs, quand même. Ou pas, peut-être, mais je sais plus. Enfin, si, il y avait surtout des méchants blancs, à part Tarzan. Mais il se faisait bouffer par les lions, il tombait dans des ravins. Enfin, c'était horrible, quoi. De la chair à canon, quoi. Et voilà. Et puis après... non, puis il y a eu aussi, j'ai cité les Enfants du Rock aussi. Oui. Parce que c'est vrai que les Enfants du Rock, c'est une autre période, une adolescence un peu tardive, où, en fait, de voir... certains concerts, c'est ça qui m'a donné aussi envie d'être acteur, en fait. De voir Jim Morrison... Ouais, je le voyais à la télé, ouais. De voir Jim Morrison mourir en chantant The End, enfin de jouer qu'il mourait, enfin de le voir chanter, ça m'a scotché, quoi. C'est-à-dire que... Ouais.
Donc c'est être au plus proche des performances scéniques. Ouais, de ces un truc chanteurs, hyper intense. Les Sex Pistols, je sais pas. The Wall, j'avais vu The Wall aussi à l'époque. Donc il y avait un truc sur scène où je voyais une intensité que je voyais pas dans la vie, finalement. On t'a demandé ensuite justement s'il y avait un acteur qui t'avait marqué, qui marquait ta mémoire de cinéphile. Ouais. Et là, tu nous as cité tout le cinéma. Là, c'est un festival vraiment. C'est un festival de Cannes. Et tu nous as dit, alors, non pas un comédien, mais des esprits. 3 petits points. Et je ne les ai pas comptés, mais il y en a beaucoup, par contre. Ouais, j'en ai même rajouté. C'est-à-dire, j'aime pas le mot admiration. Mais je sais pas, c'est des gens qui m'ont marqué. Je dis des esprits parce que souvent, je pourrais ne pas citer de film, en fait. C'est-à-dire, c'est des gens qui m'ont marqué. J'ai plein d'images en tête de films Qui ont leur vie propre, en fait, en dehors des films. Oui, un peu, ouais, c'est pour ça. Donc, je me rappelle de séquences fortes de ces actrices ou acteurs, quoi, en fait. Dernièrement, ouais, j'ai découvert le cinéma de Rizzi, tous ces films. Je connaissais avant Les Monstres ou Le Pigeon. Mais là, j'ai découvert ces films récemment. Donc, j'ai découvert Alberto Sordi. Je trouve qu'il est génial, ce type. Il est magnifique, quoi, dans le jeu, dans la façon qu'il a d'être là, quoi. Ça me fascine. Donc, du coup, ouais, c'est des moments intenses que je reçois. Et que tu gardes. Ouais, par exemple, Alberto Sordi, il y a Une vie difficile, ça s'appelle. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais... Oui, il y a longtemps. Oui. À la fin, il est complètement désespéré. Il part d'une soirée dans une sorte d'hôtel de luxe où il a rien à faire. Il suivait son ex-femme. Il se fait jeter, quoi. Et il sort de là à moitié un peu saoul. Et il poursuit la voiture et il se tape. Je sais pas s'il a fait exprès ou pas, mais il se tape la main sur la voiture qui part. Genre, il s'est fait mal, il est comme s'il n'a pas fait exprès. C'est sa femme qui part avec un copain à elle dans une décapotable. Ils sont sur le bord de l'Adriatique, peut-être, je ne sais pas. Une longue route près de la mer, et donc en noir et blanc. Et il y a des voitures, quelques voitures, parce qu'on sent qu'il est tôt, il est 5 heures du mat ou 4 heures, je ne sais pas. Enfin, 5 heures, il commence à faire jour. Il y a des voitures qui arrivent à contresens comme ça, et lui, il est au milieu de la route. Et il y a les voitures qui arrivent et ils se décalent à peine un peu, comme un toréador pour les faire passer. Elles vont pas très vite. Hein. Et à un moment, il se met à cracher sur les voitures. Il fait comme ça. Et c'est complètement dingue, en fait, de faire ça. Je sais pas, c'était bizarre de cracher sur les voitures. Et ça dure longtemps, ce plan, en fait, où il crache plusieurs fois sur les voitures. Mais il crache d'une manière, c'est pas un grand dégoût, je sais pas, c'est bizarre, c'est dans un truc un peu chorégraphique, dansé, ouais. Ouais, c'est pas agressif, c'est même pas agressif, il fait ça. Donc, c'est des images comme ça, voilà. Ouais. Qui marquent. Non visitate l'Italia. Statevene a casa vostra che è meglio. Tiens. On t'a demandé si tu avais un film que tu conseillais à voir en plein air, au bord d'un lac. Et là, tu nous as conseillé 2 films. Ah bon ? Oui. Tu nous as conseillé 2 films très différents, encore une fois. Ouais. On a The Host de Bong Joon-ho. Ouais. Et on a Comme un avion de Bruno Podalides. Ah ouais. Un beau grand écart, mais où l'élément aquatique est important dans tous les cas. Ouais. Mais différemment. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous parler de comment tu imaginerais ces séances avec ces 2 films-là au bord d'un lac ? The Host, il y a un côté qui pourrait marcher, je sais pas comment dire,
très interactif finalement. Peut-être que les gens, ils seraient sur l'eau. En train de chercher. Une plateforme sur l'eau où ils regarderaient le film, par exemple. Une plateforme flottante où ils regarderaient le film avec du bon son. Bien immergeant. La nuit, bien sûr. Bah oui, de toute façon, un cinéma en plein air, c'est la nuit. Et voilà. Et en même temps, je me disais, bon, bah voilà, ce serait sympa aussi un film très bucolique aussi, tout simplement, quoi. D'être au bord d'un lac. Mais ça, je pensais à ça si j'étais attaché culturel de la ville de Sainte-Croix, par exemple. Voilà. Mais c'est vrai que c'est animation, ce serait une animation de l'été. C'est deux ambiances très différentes. Et ce qui est marrant, c'est que dans les deux films, c'est des rivières ou des fleuves. Donc, c'est des eaux qui bougent. Alors que dans un lac, on ne bouge pas. A priori, l'eau ne bouge pas tellement. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Oui, mais bon, c'est pour ça que je disais un truc flottant, c'est sensationnel un peu. C'est-à-dire que le monstre, il pourrait être... Enfin, dans l'inconscient collectif, le monstre pourrait être dans le lac, quoi, en fait. D'ailleurs, dans l'inconnu du lac... silure. Voilà, c'est ça. Ah, comment tu sais? Bah non, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de blagues sur le silure au début du film. Ah oui, c'est vrai, ouais. Ah ouais, mais je me rappelais pas que c'était dans le film, parce que ça m'a tellement marqué que je me rappelle une fois, j'avais discuté avec un plongeur. On rappelle quand même que le silure est un énorme poisson qui se trouve souvent au fond des rivières ou des lacs. Ouais, enfin c'est un gros poisson-chat, ouais. Et donc il me racontait, c'était un mec qui était là peut-être à un moment, je sais plus pourquoi, pour le feu. Enfin, il n'y avait pas de feu, mais au cas où, il y a la sécurité sur un endroit où on était à un moment, je crois. Bref. Il me racontait qu'il y avait un silure de 3 mètres ou 4 mètres près du barrage. Parce qu'il y a un barrage. Et voilà. Et donc, mais j'avais oublié que dans le film, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas revu. Mais ça revient plusieurs fois, ouais. Ah ouais. Et donc, il y avait un silure. Donc, c'est pour ça, The Host, je pouvais imaginer un énorme monstre dans le lac. Voilà. C'est vrai que, par comparaison, le film de Podalides est plus accueillant quand même au bord de l'eau. Ouais. Oui, c'est une balade. Oui, c'est une balade, c'est ça. Ouais. Pour sa carte blanche, notre invité invoque Todd Browning, cinéaste des monstres et du mélodrame, à travers son film de 1927, L'Inconnu. Christophe Paou prête sa voix à l'acteur muet Lon Chaney, aka le manchot Alonso. Bah, je vais faire comme si j'étais Lon Chaney, quoi. Mais je suis pas... c'est encore une fois en toute humilité. Hein, c'est évidemment. La règle du jeu, quoi. Exactement. Je suis Alonso, manchot, et je suis lanceur de couteaux dans un cirque. On est dans ma roulotte. J'offre un cadeau, un beau châle brodé, à la femme que j'aime, Nanon. Elle se regarde ravie dans le miroir quand Zanzi, son père, entre furieux parce qu'elle est chez moi. Il me rappelle que je dois la laisser tranquille. Elle fuit. Il se rue sur moi avec sa cravache et me bat. Kojo, le nain, mon assistant, ne peut rien faire. Comme je suis manchot, je tente en vain de me protéger avec les pieds. Malabar, l'homme fort du cirque, déboule et attrape Zanzi et le jette dehors. Je le remercie chaleureusement. Il est aussi amoureux de Nanon. T'as de la chance, toi, tu peux la serrer dans tes bras. Il me montre alors ses bras musclés avec lesquels il a pu m'épargner des coups. On est comme complices, on se sourit. Écoute la chanson de ton sang, va la voir. Il sort, fier de lui. Je dis à Kojo que personne ne l'aura, sauf moi. Pendant qu'il m'aide à me déshabiller, je vois Malabar par la porte ouverte, devant la roulotte de Nanon, en train d'essayer de l'embrasser, brusquement. Kojo défait le cordon de mon corset et l'enlève. Mes bras surgissent. Si la police savait que j'avais 2 bras et qui j'étais vraiment, il serait content. Ce qui amuse beaucoup Kojo. Voilà, c'est une séquence du film L'Inconnu de Todd Browning. Bah merci, bravo déjà pour
Et alors, est-ce que tu peux nous raconter pourquoi tu as choisi ce film et cette séquence en particulier ? Je sais pas, il y a des choses qui sont atemporelles, je trouve, et ça, ça me scotche, quoi. Enfin, ça peut être. Je me rappelle une fois à Rome, j'avais vu des sculptures étrusques et les visages, les sculptures des personnes ou des objets. Enfin, c'était tellement d'une finesse incroyable et le mouvement dans les cheveux, c'était complètement atemporel. Et bon, bien sûr, c'est daté puisque bon, c'est du cinéma muet, mais à la fois il y a un truc atemporel pour moi, c'est-à-dire que comme une tragédie grecque, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui je pense, qui mystérieusement qui touchera tout le temps, tout le monde, si on prend la peine de le regarder. Et puis encore une fois, bon bah là, ça joue. Oui, il y a aussi la notion du monstre, encore une fois, et de l'amour mélangé. Pour le coup, un truc à la fois très naïf et très méchant et très mystérieux. Même dans la photo, quoi, il y a un truc. On a l'impression que c'est regardé par un trou de serrure. Oui, c'est vrai qu'on dirait que c'est regardé par un tout petit bout de lorgnette comme ça, et que le spectateur a du mal à savoir où se placer, en fait, comment se placer. C'est ce qui rend ce mélodrame encore plus bouleversant aussi. Il y a quelque chose de très inhabituel, de très dérangeant, mais très émouvant en même temps aussi. Ouais, l'amour qu'il a pour cette femme. Mais après, c'est vraiment paradoxal, puisque on comprend qu'il est... c'est quand même un criminel, quoi. Donc... Et justement, c'est du cinéma muet, mais moi je me demandais, est-ce que tu l'entends, cette séquence ? Enfin, si tu l'entends, comment tu l'entends ? Bah non, je l'entends pas vraiment. C'est-à-dire que je profite agréablement du cinéma muet. C'est-à-dire il y a des encarts. Mais tu t'imagines pas du tout de son ? Je crois pas, bizarrement, non. Bizarrement, non. Mais même quand on voit le cirque et tout, je l'imagine. Enfin, je veux dire, je le suppose, mais je n'entends pas. Je n'entends pas. Je n'entends pas les gens qui applaudissent ou je vois qu'on me dit qu'ils applaudissent. Enfin, comme un témoignage. Enfin, je sais pas. Ouais, comme un témoignage ou. Mais je suis pas dans l'ambiance même. Je sais pas, le mécano de la Générale, j'entends pas forcément les locomotives, quoi. Je sais pas. هافالو ما لون الحياة؟ ما لون الحياة؟ ما لون الحياة؟ ما طعم الرمل هافالو؟ ما طعم الرمل؟ Des films pour rester vertical, il en faut, et c'est la question que nous avons posée à notre invité. La saisissant au premier degré, Christophe nous a parlé de 2 films chocs qui l'ont marqué dans sa cinéphilie. Il s'agit de Eau argentée de Osama Mohamed et Yam Simav Bedirsan, puis de Rucaz Nègre de Eusann Palcy. Eau argentée, en fait, c'est parce que je l'avais vu, c'était... quand c'était sorti... je sais plus, je crois que la guerre en Syrie, ça faisait peut-être 5 ans qu'elle était commencée, je ne sais plus, un truc dans le genre. Enfin, voire même ça commençait, c'était assez récent. Et quand j'ai vu ce film, là, je me disais, Christophe, un jour, tu seras ministre de la Culture ou ministre de l'Éducation. Ou de l'économie. Ouais, de l'économie, ça, je l'ai été plusieurs fois Oui, c'est vrai. au théâtre et au cinéma. Et je me suis dit, mais ça, vraiment, il faudrait que ce soit obligatoire, oui, de regarder dans les collèges, dans les lycées. En fait, je mélange tout parce que je l'ai vu il y a longtemps. Ce dont je me rappelle, c'est que ce qui m'avait bouleversé et mais j'étais bouleversé quand j'étais sorti de ce film.
c'est ce petit garçon. Le petit garçon, alors je sais pas si je dois tout raconter, mais Si on peut. ouais. Non, mais en fait, à un moment, alors, c'est la réalisatrice, c'est une Syrienne qui est restée sur place. Je sais plus comment elle s'appelle. C'est une co-réalisation d'ailleurs. Ouais, voilà, elle est restée sur place. C'est une élève du réalisateur. Pardon, je me rappelle plus comment il s'appelle non plus. Et c'était une de ses élèves et elle lui dit, bah moi par mail, elle le contacte et lui dit, je commence à filmer. Est-ce que ça t'intéresse que je t'envoie ce que je filme? Et il dit oui. Et puis c'est comme ça qu'ils ont monté le film en fait. Et elle filmait sur place. Donc elle suit le petit garçon et c'est peut-être à Damas. Je sais plus dans quelle ville. Non, c'est peut-être pas Damas. C'est une autre grosse ville où. Ouais. Qui a été carrément bien détruite, quoi. Alors déjà, de voir les bâtiments, je trouve c'est toujours impressionnant quand même. Les immeubles éventrés, ça te raconte toutes les familles, les gens qui ont fui, bref, ou qui sont morts. Donc il traverse la ville comme ça, elle le suit, et puis à un moment, il trouve une fleur, il ramasse la fleur, et il dit, bah tiens, ça c'est bien pour ma maman. Peut-être il dit un truc comme ça, je sais plus. Et il continue d'avancer et ils arrivent à un carrefour de cette ville, donc avec que des immeubles éventrés, quoi. Bon, il s'apprête à traverser, il se retourne vers la caméra et il lui dit, bah là, faut faire gaffe, hein, parce que il y a un sniper. Alors, il faut faire attention en traversant, quoi. Et il traverse le carrefour un peu rapidement. La réalisatrice aussi, elle le suit. Il traverse le carrefour. Et puis après, il continue d'errer dans la ville jusqu'au moment où ils arrivent à une maison détruite, je crois. Et il pose la fleur là. Il dit, voilà, ma maman, elle est là. Oui, c'est désarmant. Ouais. C'est vraiment... Et moi, je me dis, mais on l'oublie forcément, tu vois. Mais je trouve que, comme Mouse, par exemple, ou je sais pas, c'est des trucs où tu te dis, putain, mais la guerre, il faut pas oublier, là. Et ça se passe, il faut que ça se passe chez... Alors en plus, là, ça se passait pas très loin, franchement. Bon, ce qui se passe maintenant, ça se passe pas très loin non plus. Mais en tout cas, je veux dire... je comprends pas pourquoi c'est pas montré, parce que c'est par la jeunesse qu'on peut... dans les collèges, ou qu'on peut sensibiliser. Alors, ça marche pas forcément, mais... Mais c'est une vraie question de montrer ces images ou pas, parce que c'est des images qui sont sensibles dans tous les sens du terme, dans le sens, c'est un vrai questionnement que plein de gens se posent. Est-ce qu'on les montre ou est-ce qu'on ne les montre pas, ces images de violence, parce qu'elles existent, elles témoignent d'une réalité. Est-ce que tout le monde a envie de les voir ou pas? Surtout que la première partie du film, c'est beaucoup d'images qui ont été tirées sur YouTube, sur Internet en général. Ouais. Et c'est des images à la fois de victimes et de bourreaux, en fait, littéralement. Ouais. Et donc elles sont dans une très très basse qualité, projetées sur un très grand écran. Ouais. Donc ça fait comme, de façon quasi abstraite, des pixels de violence aussi qui bavent. Donc ça sort les images de leur flux, de là où elles étaient pensées, et effectivement on les voit, on les prend différemment, et c'est des expériences physiques là aussi. Ouais, mais comme c'est ancré dans une réalité, un drame qu'on a laissé, que l'humanité laisse se dérouler gentiment, très gentiment, moi je trouve que effectivement... moi je serais pour les montrer, effectivement. Comme Nos tourneaux, c'est très beau, de Rossi. Oui, Federico Rossi. Ouais, Federico Rossi. Il y a une scène qui est bouleversante, les enfants qui montent les dessins, là. Waouh! Mais c'est pareil, c'est un truc... je trouve que ça devrait être montré dans les collèges aussi, pour dire, mais la guerre, c'est ça. Dans les collèges du monde entier, quoi. La guerre, c'est ça, quoi. Parce que l'homme oublie, je sais pas, bizarrement, on oublie, quoi. C'est ça et c'est pas ça à la fois. Il y a toujours ce médium d'image aussi. Dans le sens... et c'est ce qu'on a reproché au film Nos tourneaux, justement, c'est d'esthétiser parfois un petit peu trop c'est vrai, cette guerre. Et donc il y a toujours cette peur aussi d'avoir que des images. Bien sûr, mais cette séquence-là, elle est admirable. Je veux dire, les enfants qui ont fait c'est une réalité, c'est pas mis en scène, c'est pas esthétique, c'est une pièce comme ici, des murs avec des néons, c'est très simple, et il y a tous ces dessins, et les enfants racontent les dessins horribles.
mais ils ont une façon de le raconter qui est un peu détachée, un tout petit peu. Et je trouve que c'est... voilà, moi, je suis pas... Bien sûr, après, pour moi, ça n'a rien à voir avec BFM ou je ne sais quoi. C'est ancré dans une réalité avec des gens qui vivent cette réalité. Et c'est pour moi, il y a une objectivité dans ce film, dans le sens où c'est vrai qu'il y a eu des tortionnaires, qu'il y a eu des trucs horribles, enfin, il y a une réalité, en fait, pour moi. C'est pas... Et qui est cet enfant au milieu Enfin, moi, en tout cas, voilà, globalement, ça m'avait bouleversé. Mais de la bonne manière. Enfin, si on peut dire. Ouais. Et rue Cazenègre, c'est par rapport au racisme, en fait. C'est par rapport au racisme. Tu peux nous raconter un peu le film ? Parce que peu de gens le connaissent, finalement. Oui, ça se passe en Martinique, dans une plantation de canne à sucre. Ce qui se passe, c'est que, en fait, ce qu'on voit, c'est-à-dire que moi, à un moment, je m'étais renseigné sur ça par rapport à Christiane Taubira, qui voulait faire un jour commémoratif de l'abolition de l'esclavage. Il se trouve qu'aujourd'hui, ce jour-là, il est différent en Martinique, en Guadeloupe et en métropole. Ce qui est complètement dingue quand même, parce que c'est une histoire horrible aussi. Enfin, c'est un crime contre l'humanité énorme, quoi. Et donc, on n'arrive pas je dis ça avec ce qui se passe, le rapport que la France a avec l'Afrique et tout ça, quoi. Par exemple, il y a des pays, je sais plus, les Belges, je crois, à un moment, ils ont présenté des excuses au Congo. Bon, c'est symbolique, hein, mais bref, tout le passif de la France et tout ce qui se passait dans les années 70 et 80, tout le racisme envers les Arabes, les Maghrébins, à qui on avait dit après la guerre d'Algérie, venez travailler chez Renault, et puis on les a foutus dans des containers de la Sonacotra, ça s'appelait à l'époque, et puis après il y avait des ratonnades, ça s'appelait comme ça. Moi, c'est pas une légende, ça existait, hein. Donc la rue Cazenègre, en fait, ça raconte je crois c'est pour ça que je ne sais pas trop le situer, mais il y avait le Code Nègre. En fait, Napoléon, le deuxième Napoléon, comme la canne à sucre, ça a été le truc le plus rentable qui ait jamais existé en termes d'entreprise. C'est-à-dire que forcément, il y avait plein de gens qui travaillaient bien et qui n'étaient pas payés. Donc à l'abolition de l'esclavage, ils ont dit écoutez, on va vous donner vos cases. En fait, elles vont vous appartenir maintenant. Donc vous serez libre, en fait, d'aller dans vos cases et rester dans vos cases. Sauf que le code noir, le mec, il dit non, maintenant il faut quand même continuer à travailler. Donc vous allez être payé et vous allez continuer à travailler dans la plantation, quoi. Sauf que ça restait. Ils n'ont pas le choix. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas le choix. Puis surtout, ça restait très violent quand même. Après, il y a tout le truc derrière en Martinique, par exemple, ou ailleurs, hein, mais tous les viols organisés, quoi, enfin, qui ont été pérennisés même pendant l'esclavage, le droit de cuissage, tout ça. Donc ça existait. Et pour moi, dans rue Cazenègre, ça parle de ça. Et alors il y a à la fois un truc très beau de vie de famille, et puis c'est un peu coloré. C'est comme si c'était colorisé. Les couleurs sont très belles. En fait, les acteurs sont super aussi. Ouais. Il y a des acteurs. Waouh, une scène avec un vieux monsieur et un enfant qui raconte une histoire. Oui, comme un conteur. Pardon, j'ai dit. Oh non, il y a pas de problème. Merde, non, j'ai pas débranché le truc. Tout va bien. On s'emporte. Mais en fait, tu nous as dressé de façon extrêmement précise tout le contexte dans lequel se situe le film. Mais c'est un film à destination des enfants quand même. Et c'est un film qui parle du fait de s'élever peut-être par l'éducation aussi. Ouais. Et c'est un film qui est porté par les comédiens, les jeunes comédiens. Beaucoup. Ouais, mais ce contexte, il est fortement là quand même. Il est bien là. Mais d'où l'impression quand même de douceur. De douceur et de cahier à colorier aussi, un peu truc colorisé. Ouais. Nothing to lose. If we are wise, we're not expecting a
lifetimes in the sun. Although we met, both you and I have seen what time can do. Pour finir, Christophe Paou nous raconte pourquoi il aime trouver refuge dans la maison burlesque de The Party, la comédie délirante du tandem Blake Edwards-Peter Sellers. The Party, en fait, c'est parce que refuge, comment dire, c'est vraiment refuge. C'est-à-dire, je me rappelle que le Noël dernier, on l'a regardé. C'est un peu comme à une époque, il passait toujours La Grande Vadrouille à la télé. Moi, il y avait ma famille qui était chez moi à Noël dernier, enfin mes parents, enfin bref. Et ils avaient jamais vu The Party, quoi, en fait. Et donc, on a eu une bonne tranche de rigolade. Enfin, moi, ça me fait encore rire, quoi. Donc, refuge dans ce sens. C'est pas vraiment refuge. Je suis pas là toujours en manque de The Party quand je me sens pas bien. Mais ça me fait beaucoup rire. Et j'adore l'esthétique. Alors après, j'ai entendu dire, je connais récemment, j'ai rencontré des jeunes. Non, mais je veux dire, Cette espèce rare. Ouais, j'étais dans un univers sur un tournage où j'étais le plus vieux, quoi. Et les jeunes, c'était des gens qui avaient la vingtaine, quoi, 23 ans. Et il y en a une, elle m'a dit qu'elle avait des amis qui étaient partis, quoi, qui étaient sortis de la projection, qui supportaient pas. Parce que, bon, bien sûr, c'est vrai qu'il y a le blackface. Oui, un truc qui est... Enfin, un acteur qui est grimé. Voilà, et qui c'est joue, ça. Oui, Peter Voilà. Sellers, effectivement. Ouais. Mais pour moi, je le prends. Pour moi, je le prends comme un clown. Et d'une part, je ne trouve comme un clown. C'est-à-dire que le clown, pour moi, il est à un endroit où, comme le fou du roi dans les tragédies aussi, enfin chez Shakespeare, il est à un endroit où il dit une vérité et que c'est pas du cynisme. Enfin, c'est pas. Moi, je le prends pas comme ça. C'est-à-dire, pour moi, c'est un déguisement. Et parce que c'est une relation artistique entre Blake Edwards et Peter Sellers. Je ne prends pas ça comme du racisme, en fait. L'intention de l'artiste, de Blake Edwards ou de Peter Sellers, c'est-à-dire que je n'arrive pas à ressentir la même chose que je pourrais ressentir face à Michel Leb, qui dit « c'est pas mes narines, c'est mes lunettes ». Ça, par exemple, ça me choque. Je sais pourquoi, lui, ça me choque, mais je n'arrive pas à expliquer pourquoi, dans The Party, ça me choque pas. C'est une bonne question. Après, déjà parce que l'humour de The Party... repose beaucoup plus sur des ressorts du décor, sur des ressorts burlesques, sur le mouvement aussi, puis... sur la maladresse. Oui. Et donc, il n'y a pas de blagues voilà, racistes c'est ça, ouais. Oui. qui sont prononcées, en tout cas. Et puis, ceux qui sont objectifiés, ce sont les autres invités de cette fameuse partie. Le personnage de Peter Sellers ne l'est pas du tout. Oui, mais moi, c'est pour ça, enfin, en tout cas, pour moi, ça me choque pas, quoi. Ça fonctionne. Enfin, je suis en empathie. Je suis en empathie pour lui. C'est-à-dire, c'est pas de la moquerie, quoi. En fait, c'est ça qui est beau, justement, c'est qu'il y a une sorte d'empathie pour cet homme. C'est très tendre de ce point de vue-là, effectivement. Ouais. Bah oui. Donc c'est pas du blackface, quoi, parce que le blackface, c'était méchant. Enfin, ça avait une vocation très raciste. Bah oui, surtout dans le contexte. C'était très raciste. Ouais, c'était cruel. Hein. Enfin, c'était une époque où on pendait les Afro-Américains dans les arbres, hein, où on les faisait brûler en toute légalité, quand même. Donc alors que là, même si l'Angleterre a colonisé l'Inde, mais et qui peuvent être très racistes aussi. Ça se voit au début, d'ailleurs, la séquence d'ouverture, c'est une séquence
Ouais, On aurait pu croire que c'est une séquence d'un film historique. ouais. Et finalement, on est trompé parce qu'en fait, c'est une séquence de tournage d'un Ouais, film ouais, historique. Et finalement, on est retrompé parce qu'on finit par rentrer dans le film par cette fameuse soirée Ouais, qui ouais. donne le titre au film. Mais d'ailleurs, si on commence à analyser le truc, c'est que en fait, c'est un Indien. En fait, on voit des soldats anglais, on suppose qu'ils sont en Inde. Et donc c'est un Indien qui fait tout foirer en fait, il les abat totalement, quoi. Qui ne veut pas mourir, en fait. Ouais. C'est un postulat assez fort, assez libertaire, quoi. Ouais. Tout comme le film lui-même, finalement, qui quasiment déborde du cadre. En Ouais. plus, la fin, bon, c'est difficile de tout décrire tellement il y a de détails. Enfin, ça fourmille de choses dans tous les sens. Ah Et ouais. Non, mais en plus Le film déborde vraiment. Ah ouais. Non, mais moi j'adore, hein, c'est magnifique. Le jeu de Peter Sellers. Non, mais quand il a envie de pisser, qu'il regarde le concert, c'est magique, quoi. Enfin, c'est hyper dur à faire, j'imagine. Un truc de dingue, de tenir ça. Waouh! Mais il le fait à merveille, quoi. C'est à pisser de rire, justement. Et puis cette Ouais. scène de repas, et puis la maison Ouais, en bah elle-même, oui, qui est oui. une maison à trucage. Ah bah ouais. Ouais, c'est un décor Bah fabuleux. oui, et ouais. puis quand il est là-haut, qu'il y a la fuite, le tableau et tout, enfin c'est... Oui, ça faisait très Mr Bean. Bah oui, Cette c'est scène. ça, ouais. Et un Oui, peu Jacques Tati aussi. complètement. Ouais, Enfin, oui, mais plus... Juste pour les décors avec ouais, les ouais, fontaines, carrément, les bien sûr, ouais, trucs ouais. qui bougent. Et... Ouais, mais sans sobriété, quoi. C'est ça. De la finesse, mais sans sobriété. Ah, ça, c'est sûr. Ouais. Et alors, bon, là, c'est très difficile de faire une transition avec Koyanis Katsi, mais... Bah est-ce si, parce tu que veux- c'est le refuge. Oui. à Mais part- ça, en fait, là, pour le coup, à une époque, ça m'avait paru comme un vrai refuge. C'est-à-dire que j'avais découvert ça, enfin, c'est un copain qui m'avait fait découvrir ça, Koyanis Katsi, Poyanis Katsi, et l'autre, je sais plus. C'est vrai que c'est une j'ai oublié. trilogie, Ouais. la trilogie Katsi, effectivement. Et donc, C'est- c'était une époque où je fumais pas mal de joints, enfin pas mal, je fumais des joints le soir, et c'était une expérience que j'avais fait pour des raisons thérapeutiques. Je m'étais dit, tiens, je vais fumer un joint tous les soirs. Et je regardais Koyanis Katsi, et c'est vrai que là, je m'en suis rappelé, en fait. Et c'est vrai que j'avais eu effectivement cette sensation de refuge, c'est-à-dire un truc mystérieux dans lequel j'étais happé et qui me faisait du bien. En fait, bon, c'est plus fin que ça, mais bon, je l'ai pas revu depuis longtemps, mais comme les lampes des années 80 là. La lave. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a un truc fascinant, je sais pas, qui m'absorbait et qui en même temps racontait un truc sur l'humanité. Sur le rythme, comme s'il avait pris le pouls de l'humanité, quoi. On voit les humains dans... Bah, comme un peu Yann Arthus Bertrand, sauf que bon, c'est avec peut-être des champignons psychédéliques, quoi. Oui, là, c'est vraiment Il y a un film truc expérimental. beaucoup plus poétique et puissant, quoi. Bah, il est englobant, le film. Effectivement, il est pensé un peu comme un cocon. Et je pense que la musique de Philippe Glass, Ouais, qui est c'est une ça. boucle aussi, Joue. joue beaucoup là-dedans, effectivement. Ouais, c'est assez dingue. Oui, il y a un côté trans un peu, ouais, c'est assez fort. Ouais. Oui, un petit peu chamanique, quoi. Ouais. Vraiment, avec ces voix des profondeurs comme ça, qui répètent le titre comme ça. Ouais. Et puis cette boucle d'orgue. Ah ouais, tu me donnes envie de le revoir. On pourrait faire un petit mixte The Party Koyanis Katsi entre Soir et Mousse et Ah ouais. musique de Philippe Glass englobante avec Ouh là là. ces grosses voix comme ça. Ouais. Ben ouais, peut-être, hein, mais il faut tenter, quoi. C'est du boulot, mais pourquoi pas, hein. Ça peut peut-être marcher. Ça. Il y a un montage à faire. Ouais. Bah, merci beaucoup, Merci. Christophe, Bah, merci à vous. d'être venu. On en profite pour remercier Élodie Imbaud de la Cinémathèque de nous accueillir et Gabriel Régnier pour sa musique.